Première équipe que nous accueillons sur notre plateau, c'est l'équipe numéro 2. Je vous précise donc notre règle du jeu. Tout d'abord, 7 minutes d'interview et ensuite 7 minutes de questions-réponses avec le jury que je vous présenterai dans quelques instants. Alors, à mes côtés, Thomas et Margot, pour nous parler, d'abord il faut que vous preniez le petit micro qui se trouve devant vous, pour nous parler d'une initiative assez intéressante sur laquelle vous avez planché avec des pneus qui vont se transformer en canapé. Alors expliquez-moi ça, Margot. Donc en fait, on travaille sur des pneus usagés non réutilisables, qui sont des déchets non biodégradables. Et je vais dire quelques chiffres. Là, il y a 285 millions de pneus par an qui sont fabriqués donc, par les USA, redistribués dans le monde. Sachant que la durée d'utilisation d'un pneu est de 3 ans. En 2004, en France, on avait 240 000 tonnes de pneus En dépôt. En dépôt, voilà. Et en 2002, est passée une loi en France qui interdit le dépôt à la décharge des pneus. Donc maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces pneus? On peut soit organiser un stockage qui est contraignant, ou alors on a des idées. C'est votre cas. Thomas, actuellement, c'est vrai que le pneu, on le réduit en granules. Vous allez beaucoup plus loin. Vous dites qu'il faut qu'on puisse revaloriser ce déchet. Concrètement, comment vous faites? Alors le problème des granules qui sont actuellement réemployés essentiellement dans ce qui est surface et acoustique, insonorisation, c'est qu'il n'y a pas de traitement chimique sur les pneus, et notamment tout ce qui est surface, piste d'athlétisme, aire de jeu pour enfants. Ça a été prouvé que les ruissellements des eaux de pluie transfèrent les métaux lourds qui sont en résidus dans les granules de pneus, transfèrent les résidus donc, de métaux lourds dans la nature. Et donc forcément, du point de vue écologique, c'est une catastrophe. Et donc le but de la manœuvre de notre proposition et de notre produit, c'est donc d'apporter une solution alternative à ce traitement des granules des pneus usagés. Alors, on va accélérer un peu parce que le temps nous presse. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut récupérer avec votre méthode? Donc alors, le but de la méthode, qui n'est employée par personne actuellement, ça a été testé et validé par une expérience en laboratoire d'une doctorante. Et donc le principe, c'est on part des granules donc, qui sont déjà existants. Donc on ne produit pas nous-mêmes les granules, on les achète à une société de traitement des pneus, enfin des pneus usagés. Et donc le but de la manœuvre est d'utiliser de manière la plus écologique possible ces granules de pneus. Et donc utiliser le plus écologiquement possible ces granules de pneus, ça implique un traitement chimique qui lui-même va entraîner des problèmes écologiques, mais que nous on a intégré dans notre processus pour être le plus écologique possible. Donc à partir des granules de pneus, on fait un premier lavage pour enlever les matières organiques, puis un traitement avec un solvant chimique. Et une fois qu'on a fait cette étape du traitement, on obtient deux matières premières. La première matière première qui est le précurseur diol, diol DIOL, et le noir de carbone. Donc on a deux produits à partir du pneu, deux matières premières principales. Le noir de carbone peut être réintégré directement dans la chaîne de fabrication des pneus. C'est réutilisable à l'infini. On recycle et on fabrique le noir de nouveaux carbone. Et là, on fait des nouveaux pneus. Et avec le précurseur diol, on est donc là avec un matériau très intéressant qui permet, qui est le matériau de base pour faire les mousses de polyuréthane. Voilà. Le polyuréthane. Mais c'est bien, vous êtes là à deux, c'est effectivement pour vous compléter les propos de l'un et de l'autre. Margot, l'idée, c'est bien de faire en sorte que toute cette chaîne de transformation soit la plus écologique possible. Oui, notamment donc, le solvant qu'on va utiliser pour nettoyer oui, et transformer la matière plastique. Ce solvant-là, à détruire, c'est vraiment très cher et c'est un produit très polluant. Donc, on va utiliser un procédé de distillation pour nettoyer le solvant et le réutiliser ensuite pour refaire donc il y a un circuit qui se fait et on peut réutiliser ce solvant. Alors, il y a des chefs d'entreprise là qui sont présents parmi nous. Ils se disent tiens, c'est une belle idée, mais il faut pouvoir l'industrialiser. Pourquoi pas avec une vraie question, la rentabilité. Est-ce que, Thomas, vous avez creusé de ce côté-là? Est-ce que vous avez fait quelques projections? Alors, on a fait quelques projections, sachant que vaut la chandelle. Le jeu en vaut la chandelle, même au niveau du concept en lui-même, puisque c'est une alternative au pétrole.
Et donc, puisque les mousses de polyuréthane donc, qui sont produites avec ce précurseur diol, on en fait actuellement mais à partir du pétrole directement. Et donc là, plutôt que de courir après le pétrole dont le prix augmente de plus en plus, on a une alternative au pétrole par le traitement des pneus. Donc on a deux solutions écologiques en une. On réduit les prélèvements de pétrole et on traite les pneus usagés. Donc ça, au point de départ, c'est de toute façon efficace. Après, le gros point... Ça part d'un bon principe, ça part on d'un bon préserve principe, l'environnement. On préserve l'environnement. Et donc, le gros problème dans la chaîne de transformation, c'est le traitement des solvants. Et donc, la machine sur laquelle on s'est penché pour créer ce projet coûte 210 000 €. Et en fait, elle est rentabilisée au bout de 6 mois. Parce que si on fait... Il y a deux solutions pour traiter ce solvant. Soit on le brûle, ça coûte extrêmement cher et c'est pas très écologique. Soit on sous-traite le traitement, enfin le recyclage. Et la sous-traitance est plus cher à terme que l'investissement dans la machine de traitement que nous, on utiliserait en interne. Donc ça, c'est le premier point. Et ensuite, alors les histoires de chiffres, il faut quand même prendre ses notes. Vous avez raison, il faut être précis, Thomas. Allez-y. Pour éviter de dire des bêtises. Donc actuellement, la tonne de précurseur diol est vendue 5 000 €. Le granulat de pneus est vendu 200 € la tonne. Et donc avec tous les calculs de chiffres compliqués que vous pouvez imaginer, on a donc au final deux produits. Donc le green diol, comme on l'a appelé, puisqu'il est écologique. Donc le green diol coûte, nous, tel qu'on a conçu notre processus, on vendrait la tonne à 4 000 €. Et on a en plus le noir de carbone, qu'il ne faut pas oublier, qui lui est donc un produit qui est tout de suite réemployable et qui apporte un profit bonus, et qui lui est vendu 1 000 € la tonne. Donc voilà. L'intérêt économique de votre démarche. Économique de la Il nous reste démarche 50 écologique. secondes à passer ensemble. Il faut dire que vous êtes parti d'un projet actuellement mené par quelqu'un de votre équipe. Là, on est sur de la recherche universitaire sur lequel peu de gens travaillent finalement actuellement. C'est ça. C'est comme je le disais tout à l'heure, ça a été validé en laboratoire et pour l'instant, il n'y a aucun brevet déposé sur cette technique. Donc voilà, ce serait un projet innovant et inédit. Bon, en tout cas, merci pour tous ces éléments. Alors, on va passer la parole au jury que je vais vous présenter, puisque maintenant, pendant 7 minutes, le jury va vous poser un certain nombre de questions. Alors, jury placé sous la présidence d'Éric Groux, qui est le président de la CCI du Maine-et-Loire. À côté de lui se trouve Paul Raguin, le PDG d'Éolane. Je salue également la présence parmi nous de Patrick Baudry, qui est le délégué régional innovation de Zéo, ainsi que celle d'Olivier Ménard, qui est le directeur régional de la recherche et de la technologie, Jean-Louis Ferrier, professeur à l'Université d'Angers, Christian Pillet, vice-président du conseil scientifique de l'Université d'Angers, et puis un chef d'entreprise, Dominique Chimier, dirigeant de REM Ressort. Messieurs, ils sont à vous pour 7 minutes et je serai vigilant quant au temps de parole. Nos camarades nous rejoignent. Alors, vos camarades, effectivement, vont venir vous rejoindre. Voilà, ça c'est important. J'allais les oublier. Mais ils ont été tellement brillants tous les deux. Vous allez voir, ça va être encore mieux avec le reste de l'équipe. Le temps qui s'installe, je vous ramène une petite précision. Je suis effectivement chef d'entreprise, mais je suis président de l'incubateur dans ce Technopôle. Voilà. C'est à ce titre que là, je suis là ce soir avec vous. Alors, le reste de l'équipe, effectivement. Messieurs, jusqu'à 21h, vous pouvez poser vos questions. Alors, je me permets d'ouvrir le bal. Enfin, d'abord, de vous féliciter pour cette belle présentation. À votre avis, quelle va être la réaction de la concurrence quand, aujourd'hui, comme vous l'évoquiez, ces produits, ces vieux pneus sont déjà transformés? Alors, il y a deux concurrences. Il y a ceux qui retraitent les granulés en surface, donc voilà, qui eux, la plupart du temps, traitent les pneus à l'origine, donc ils récupèrent les pneus usagés, puis les réduisent et ensuite les réutilisent en traitement de surface et ainsi de suite. Ça, c'est une première concurrence. Et la deuxième concurrence, c'est ceux qui produisent du noir de carbone ou du précurseur diol. Donc, ma question, c'était quelle va être la réaction? Donc leur réaction, évidemment, ils ne vont pas nous laisser tranquilles. Ça, voilà. D'où l'intérêt de déposer un brevet qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer au cours des 7 minutes. Mais évidemment, dans le projet de stratégie et de prospective, il y a le dépôt d'un brevet dès le début du projet, en fait. Vous êtes 8, ça fait à peu près une équipe de direction. Bravo. Comment vous êtes organisé pour concevoir votre projet en tant qu'équipe?
Alors, je dirais énormément de discussions, quelques petits différends, naturellement. Mais on a réussi à s'accorder, donc on a réparti les tâches après avoir bien évalué les objectifs globaux. Et puis ça a fonctionné ainsi, quoi. On a pu vous présenter quelque chose d'abouti. Quelle répartition des tâches, comment ça s'est fait? Rapidement, en quelques mots. Alors, au niveau de la répartition des tâches, donc si vous voulez qu'on reparle de la façon dont on a géré ce projet, on est parti donc sur tous ensemble sur les objectifs, bien cibler le produit final. C'est vrai qu'on avait le choix de vendre en fin de cycle donc notre produit des précurseurs Joule ou les mousses polyuréthane. On s'est arrêté donc en concertation sur les polymères Joule et à partir de ce moment-là, on a réalisé donc une équipe pour déterminer quel sera le statut de la société, une autre équipe qui a pris en compte les coûts donc, de production, une équipe qui a travaillé sur la communication et une dernière équipe sur l'aménagement et les locaux, c'est bien ça. Voilà. Les moyens financiers. Et à la fin de ces groupes, nous sommes une fois encore concertés pour tout mettre à plat et puis finaliser le projet. Vous n'avez pas de directeur commercial, ça va se vendre tout seul? Si, nous en avons prévu. Hein. Et il sera embauché. Et il coûte cher. Il a oublié de préciser qu'il était dans l'équipe chimie qui fait quand même le cœur du travail et qu'ils étaient 4 sur la partie chimique. Le procédé que vous nous présentez là semble magique, enfin au moins apporter une réponse attendue par bon nombre d'entreprises, puis attendue par par la Terre, quoi. Mais expliquez-moi pourquoi, en fin de compte, cette solution n'a pas émergé plus tôt, quoi. Qu'on comprenne bien, en fin de compte, les barrières technologiques qu'il y a derrière tout ça, et ce qui pourra vous protéger demain vis-à-vis de la concurrence. Elle est haute. Quelle est la hauteur de la barrière technologique? Parce que demain, il faudra se protéger. Hein. Alors, d'une manière générale, aujourd'hui, ce qui est expliqué, c'est qu'il y a un recyclage qui se fait donc, du pneu. Ce recyclage ne passe pas par une transformation. Donc, on déplace le problème quelque part. Surtout qu'il y a toujours une toxicité. La barrière technologique, aujourd'hui, je pense que c'est l'innovation qui n'a pas encore été assez loin. Peut-être la recherche n'a pas été poussée assez loin sur ces produits. On parle là d'élastomères qui sont très difficiles à retraiter, d'où la difficulté. C'est la réponse que je peux vous apporter aujourd'hui. Peut-être un petit mot de Newm. En fait, ce sont des travaux laboratoires. On vient de réaliser. Donc, le brevet vient de faire un code en train de... Ces travaux en code breveté. Donc, c'est totalement nouveau. Donc. Est-ce que vous ne pensez pas, si les concurrents ne l'ont pas fait, c'est que ce n'était pas profitable ou qu'on ne gagnait pas assez d'argent, finalement, non? Donc, très bonne question. Donc, non, on s'est penché réellement donc, sur un aspect. Le but, c'est de créer une petite entreprise. On s'est penché sur tous ces aspects en termes de coûts. On rentre dans les coûts par rapport à un produit, donc un précurseur polyol qui est vendu aujourd'hui sur le marché. On rentre dans les coûts, sachant que la matière première, en fin de compte, ne coûte quasiment rien. Le pneu après broyage se vend 200 € la tonne. C'est infime. Donc c'est vraiment sur ça qu'on joue. Pareil, avec ce système de recyclage du solvant, on pense gagner énormément en termes de coûts, à savoir qu'on n'aura qu'à compenser les pertes éventuelles qui seront survenues lors du recyclage. C'est vraiment un investissement de départ sur le solvant et après travailler en continu avec les mêmes matières. Messieurs, nous avons la place pour une dernière question. Il nous reste 1 minute. Alors, une remarque et une question. La remarque, c'est dans votre PowerPoint, vous nous expliquez combien de pneus sont produits aux États-Unis. J'aurais bien évidemment préféré que vous nous disiez combien sont produits en France par des producteurs français. Bon, peu importe. Ça, c'est sous forme de boutade. La question, c'est, bon, vous avez tous été très positifs sur le projet que vous défendez. Maintenant, est-ce que vous avez été en capacité d'identifier un certain nombre de faiblesses? Est-ce que vous pourriez m'en citer 2 ou 3?
La faiblesse, c'est le poids de la concurrence en face, puisque les gens contre lesquels on va proposer quelque chose de nouveau, c'est BASF, ce genre de gens, donc de gens d'entreprise. Donc évidemment, une des failles, c'est la concurrence, quoi. Évidemment, ça c'est même la faille principale. Après, je ne sais pas si les chimistes ont des idées de faille, mais le projet est sorti du labo, validé, quoi. Donc de ce point de vue-là, après il y a aussi les investissements sur un projet comme ça. C'est vrai que c'est beaucoup d'investissements pour une première entreprise, petite entreprise à la base, dans la conception du projet. Donc évidemment, il faut aussi pouvoir être capable de bien vendre le projet en montrant son efficacité, quoi. Donc oui, les coûts et la concurrence, mais on tourne sur les... Allez, une toute dernière remarque, mais très rapidement. Une petite remarque. Donc le processus a été validé en laboratoire, et puis il y a un passage à l'échelle industrielle. Est-ce que vous croyez que c'est quelque chose de linéaire ou franchement non linéaire avec des marches et escaliers? Très rapidement, s'il vous plaît. Très rapidement, on sait très bien que ce ne sera pas linéaire. Ce serait trop beau. Voilà, c'est vraiment une prévision. On a essayé de monter quelque chose très rapidement. Il y a des aspects qu'on a pris en compte, il y en a d'autres qui malheureusement n'auront pas été pris en compte. Le projet n'est pas abouti. Bien entendu, oui, il y aura sûrement des pertes à un moment donné. On a essayé d'évaluer quand même dans un certain temps, dans une certaine mesure ces paramètres, mais malheureusement on n'a pas toutes les données. Bon, merci en tous les cas à votre équipe, merci au jury pour ces questions.